Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. L'affaire Gérard Depardieu, l'affaire Gérard Miller, je sais pas si c'est le prénom, l'affaire Nicolas Hulot, l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, vous en avez certainement entendu parler. Et puis l'autre côté de la pièce, c'est l'affaire Flavie Flament, l'affaire Judith Godrèche, qui est très récente, l'affaire Adèle Haenel, Camille Kouchner. Eh bien, cette capsule pour vous dire, premièrement, et vous le savez que ça n'est pas que au cinéma, et merci à eux de révéler toutes ces affaires du cinéma au grand jour, mais je voudrais qu'on creuse un peu pour parler du fait que c'est partout, et surtout quel est notre rôle, qu'est-ce que nous avons à faire, et surtout que vous regardiez à l'intérieur, parce que à l'intérieur de vous, et autour de vous, parce que Karl Zéro a très justement fait un film il y a 4-5 ans sur ce sujet qui s'appelle 1 sur 5 et il est su en discutant avec des en discutant avec des professeurs, certains disent que je sais pas si c'est quelque chose qu'on leur apprend ou si c'est quelque chose qu'ils savent entre eux, qu'il y en a 3 par classe. Alors certains professeurs se disent des fois quand ils regardent leur classe, ah bon, qui parmi ces 3-là? Alors certains en sans doute, ça fait des signalements à l'ASE, et je vais vous mettre des vidéos en lien qui ont un rapport, qui ont été très fouillées par les spécialistes du moment, et donc les signalements, est-ce une bonne chose ou pas en ce moment? En tout cas, qu'est-ce que ça donne? Donc là, il y a des vidéos, notamment de Karl Zéro. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 3 par classe, parfois les enfants ne le savent même pas eux-mêmes que ça leur arrive, à cause de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. L'amnésie traumatique, je l'ai vécue et je voudrais en parler un petit peu avant de vous dire quel est notre rôle, nous, maintenant, pour aider toutes ces personnes et pour vous aider, vous. L'amnésie traumatique, c'est quand on est enfant ou même ado, ça peut aller jusqu'à très tard. Moi, j'ai connu des personnes jusqu'à 17-20 ans qui activaient encore l'amnésie traumatique. En fait, je pense que tant qu'ils sont pas sortis des griffes de leur agresseur, c'est un mécanisme de défense du cerveau qui veut que au moment où les choses vous arrivent, il y a une dissociation et votre esprit quitte votre corps pour faire de vous une poupée de chiffon. Et donc, il n'y a pas de mémoire, l'événement est enfermé dans une certaine partie du cerveau, et ça évite au cerveau de griller pour pouvoir faire face à votre agresseur régulièrement, si c'est quelqu'un qui est dans la famille. Et il se trouve que quand la personne commence à se sentir en sécurité, en général, vers les 40-50 ans, eh bien, il y a la fissure d'amnésie traumatique. Et là, ça va mener en fait à du stress post-traumatique. Donc, en réalité, la personne commence à avoir des flashs, et c'est surtout là des symptômes de stress post-traumatique. Et donc, ces symptômes, ça va être... Alors, ces symptômes, ils sont même depuis le début, certains que je vais vous mentionner, de l'hypervigilance, impossibilité de dormir la nuit ou de grosses angoisses depuis toujours, de grosses angoisses depuis toujours, vous savez pas pourquoi, vous dites mais je dois être folle ou je dois être fou. Il y a des questions à vous poser. Le problème, c'est qu'à la fissure d'amnésie traumatique, ça va s'accélérer en stress post-traumatique, donc ça va pas s'améliorer, ça va s'accélérer. C'est une façon que votre corps a de vous dire, ok, là maintenant que tu es en sécurité, tu dois aller voir ce petit enfant qui souffre en toi, parce que il faut qu'on soit réunifié. Tu peux pas me laisser sur le carreau comme ça depuis toujours. Tu m'as ignoré jusqu'à maintenant. Il faut que tu me vois. Donc, outre cette angoisse permanente, ce non-sommeil, ça va donner... on part dans tous les sens, on a plein d'énergie dans la journée, on a un petit peu un zébulon à ressort de partout, on est une espèce de chaudière. Moi, je me souviens, ça vrombissait en permanence en moi, mais en même temps, j'étais comme dans du coton, comme anesthésiée, incapable de focaliser mon esprit sur quelque chose de très particulier. Et toujours ces nuits en hypervigilance, ces nuits où on dort pas, et dès que le soleil se lève, hop, on s'endort seulement maintenant.
En tout cas, c'était mon cas. Je vous laisse... c'est important qu'il y ait des commentaires pour qu'on voit que tout le monde n'est pas seul. Et donc, quand la fin de cette amnésie traumatique se révèle, déjà, il faut savoir que on a la possibilité d'agir, sauf que la plupart du temps, il va y avoir la prescription. La prescription, Dieu merci, ils ont rallongé le temps de prescription, c'est de 30 ans après la majorité, donc ça devient 48 ans. 48 ans, le temps qu'on se rende compte, qu'on fasse le travail pour être suffisamment fort, pour confronter notre abuseur et tout ça, c'est trop tard. C'est trop tard pour la majorité des gens, malheureusement, donc bon. C'est déjà bien, mais tout ça pour dire qu'il y a un travail à faire personnel, même si on peut rien faire avec la loi. Déjà, si vous confrontez votre abuseur sur ce que j'ai fait, il est toujours vivant, eh bien sachez que dans 99% des cas, il ne va pas reconnaître, il va même monter la famille contre vous, donc ça va être la double peine, c'est-à-dire non seulement vous souffrez dans votre chair pour être reconnu, mais on vous accable, la famille va vous dire ouais ça va, c'est le passé, laisse ça derrière toi, au nom de l'harmonie de la famille, on va vous bloquer, ce qui s'est passé pour certaines personnes, grand bien à leur face, hein, c'est pas, voilà. Mais, pardon, dans la double peine, hein, quand vous allez constater ce qui vous est arrivé, il y a le « Ah, tout le monde savait », ça je vais beaucoup en revenir là-dessus, tout le monde savait, ou en tout cas tout le monde s'en doutait, c'était d'une autre époque, maintenant ça se fait plus, c'était d'une autre époque, c'était un autre temps, mais c'est mots, mais c'est d'une horreur, mais c'est d'une violence à entendre. Par pitié, ceux qui sont accompagnateurs de personnes qui vont vous révéler des choses, mais ce n'est pas d'un autre temps. Je vais vous montrer que ça continue maintenant et c'est horrible de dire ces choses-là. Et donc on va vous dire, ça c'était d'un autre temps, laisse-le passer là où il est, pourquoi tu remues la mer, tu cherches à te faire mousser ou quoi? Mais qu'a-t-on à gagner à dire ces choses-là? Rien à part avoir tout le monde qui fait une levée de bouclier contre vous. Et donc... finalement, votre rôle à la fin d'Amnésie, ça va être déjà de conseiller les gens pour qu'ils se fassent aider. Alors, moi, ça va faire 12 ans que je fais ce métier-là, 7 ans où je l'ai fait de tête à tête avec les personnes. Maintenant, je le fais en groupe. Ça s'appelle donc chez les chamans le recouvrement d'âme ou le chemin de vie. J'en parle souvent. Et je suis surprise à chaque fois que quelqu'un a un trauma, quel qu'il soit, hein, quand il venait me voir par rapport à des traumatismes, à quel point, dans 80% des cas, chez ceux qui venaient me visiter, c'était lié à dans la famille, des voisins. Je vous donnerai quelques anecdotes complètement hallucinantes en fin de vidéo. Et même encore là, hein, je continue à le faire sous forme de groupe, hein, un peu comme des constellations / recouvrement d'âme avec mon savoir chamanique. Dans les groupes, il y en a plusieurs. Il y a au moins 3 personnes. Comme les... Ben, je suis en train de me dire, comme les profs qui disaient, il y en a 3 par classe. Il y en a 2 ou 3 par session de personnes. Et... eh bien... quand vous avez cette fissure d'amnésie traumatique, je vous invite donc à soit aller voir un guérisseur hein, qui sait faire les chemins de vie, soit vous faire suivre par un psychologue avec de l'EMDR, psychiatre, hypnose, des bonnes personnes. Maintenant, il y a un travail à faire. Ce travail est d'aller voir l'enfant en vous qui a été sur le carreau, cet enfant qui souffre, et lui dire « je te vois, je t'écoute » et même si on vous tourne le dos, votre salut et votre bien-être vient par le fait d'écouter cet enfant. C'est un grand travail intérieur. Pour mon livre « Les 21 clés de reprogrammation », j'ai fait en sorte que ce soit abordé, ce thème, dans la clé 13, qui est le recouvrement d'âme où je vous fais le soin guidé. Et la clé 14, donc ceux qui ne peuvent pas aller voir des thérapeutes, c'est dans ce livre en soins. Et il est important que vous travaillez sur vous, c'est long, c'est un long chemin initiatique et sachez que votre corps
ne va vous envoyer que ce que vous êtes capable de gérer. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir tout le truc qui va vous tomber dessus d'un coup de ce qui vous est arrivé. C'est bout par bout. Donc, souvent, moi, j'ai des gens qui venaient me voir en me disant j'ai des flashs, je sais que j'ai été violée, je sais pas par qui. Première session, on arrive à savoir qui. Deuxième session, on arrive à savoir quand. Troisième session, on arrive à savoir pendant combien de temps. Et c'est pas que des sessions avec moi, hein, c'est des sessions cumulées avec d'autres thérapeutes et tout ça. Donc c'est un long travail de renaissance. En ce qui me concerne, moi, mon amnésie traumatique, elle s'est fissurée à 54 ans, justement à la fin d'avoir fait les 21 clés, comme quoi mon corps avait tellement travaillé sur lui qu'il m'a dit, ça y est, Sandrine, t'es prête. Et eh bien, ce qui est fou, c'est que quand toutes les pièces du puzzle se sont mises en place, on m'a dit ce fameux tout le monde savait, ou en tout cas tout le monde s'en doutait. Alors c'est intéressant parce que mon père était prof. Je vais vous parler de deux trucs de l'éducation nationale. Mon père et un autre qui était directeur d'éducation dans mon collège. Il y en a pas mal dans les milieux, en fait, ces personnes-là sont dans les milieux où il y a des enfants. Donc on a parlé de l'église, on a parlé dans les camps de scouts, tout ça. J'en ai vu beaucoup qui sont venus consulter là-dedans. Mon père était prof. On aurait dû s'en douter. Déjà, quand j'étais gamine, il faisait des booms régulièrement avec des collégiens. Alors c'est sûr, c'était un prof super cool. Alors bien sûr, il n'allait pas faire sa chasse directement chez les collégiens, il était malin, malade, j'allais dire. Vous voyez, comme quoi, lapsus. Il était malin. Je me souviens quand j'avais 8 ans, il y avait une fille avec plusieurs personnes, mais elle était, depuis ses 15 ans, fourrée chez nous tout le temps. C'était la maîtresse de mon père. Et elle m'a dit que de 15 à 20 ans, c'était sa maîtresse et qu'il s'est passé des choses avec lui que quand elle avait 18 ans. Ok, je dis rien, j'étais pas là, vraiment, j'étais trop petite pour voir de mes yeux. Par contre, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est que quand j'avais 15 ans, eh bien, je suis partie aux États-Unis voir une correspondante et ma meilleure amie, j'étais tout le temps fourrée chez ma meilleure amie et elle chez moi, ma meilleure amie m'avait accompagnée à l'aéroport. Et quand je reviens de l'aéroport, eh bien, ma meilleure amie vient me chercher avec mon père, qui avait ma garde, mes parents étaient divorcés. Et là, j'étais super contente. Et qu'est-ce que j'apprends? Elle était restée 15 jours seule chez mon père qui était divorcé. Et à un moment, mais ses parents se sont pas dit, mais c'est normal de laisser ma gamine toute seule chez un mec qui est divorcé, qui a 40 balais? Ben non, parce qu'il offrait cette bonhomie, ce côté super cool. Et après, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 16 ans, il est sorti avec une fille qui avait mon âge, à peine un tout petit peu plus âgée que moi. Donc là, il était divorcé. C'est devenu la mère de mon demi-frère. Et cette fille, alors ça, vu que j'avais le même âge, c'était facile, ça je peux vraiment témoigner, je m'en souviens, mon frère a témoigné aussi. Eh bien mon père l'a formée en lui faisant voir des films X et elle hurlait dans toute la maison. Donc si moi j'avais 16 ans, mon frère en avait 13. Pour moi, c'est d'une violence mais incroyable. Et au-delà de ça, je raconte dans les vidéos on aurait dû s'en douter. Ça, c'est ce qu'il a fait aux autres. Mais il y avait une violence physique et verbale où je me faisais traiter de pute de 5 ans à 20 ans et avec de la vraie violence verbale et psychologique. Donc, quand j'ai confronté cet homme, j'aurais bien voulu qu'il porte plainte. J'aurais bien voulu qu'il porte plainte parce qu'il y avait prescription. Et j'avais tellement de témoignages que ça aurait pu faire quelque chose, mais il a été malin, il a dit je ne connais pas cet homme, donc il a tout réfuté en bloc, y compris ce que tout le monde avait témoigné, à savoir les abus psychologiques et physiques qui avaient été vus, et le fait que toutes ces femmes, tout le monde les a vues, celles qui avaient 15 ans, 17 ans, tout ça.
Donc, dossier de côté par rapport à mon père, je voulais vous parler aussi dans l'éducation nationale. Peut-être que j'aurai des témoignages, comme j'ai beaucoup de personnes sur ma chaîne YouTube. Ça se passe dans le 90, dans le territoire de Belfort, dans un petit village, dans mon collège. Le directeur de l'éducation s'appelait le Bob. Et à l'époque où moi j'étais dans ce collège, il avait adopté 2 petits frères marocains. Ils avaient 5 à 7 ans. Et donc pendant le temps que je suis restée au collège, ils avaient 9 à 12 ans. Et tout le monde savait. Tout le monde savait. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Mes parents en parlaient à la maison entre eux, ils en parlaient entre profs, ils en rigolaient. Mais alors oui, c'est d'un autre temps, mais comment on a pu trouver ça cool? J'en reviens à l'affaire Judith Godrèche. C'est ce qui l'a fait bugger. Tout le monde savait qu'elle avait 14 ans et qu'elle était avec un mec de 40 balais. Mais comment c'est possible? Et donc là, notre rôle maintenant est de, quand on suppose que des choses se passent, et c'est ce qu'on aurait dû faire à l'époque, c'est voir ces gamines et leur dire, mais tout va bien? Ou ces garçons, tout va bien? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce qu'on peut se parler? Tu peux tout me dire? Est-ce que tu te sens en sécurité? Moi, j'y repense, à 15 ans, du jour au lendemain, je suis devenue punk, j'avais 15 cm de cheveux sur la tête, le rouge à lèvres noires, les ongles noirs, et je voulais plus m'appeler Sandrine, je voulais qu'on m'appelle Alex, comme Alexandrine, c'était le moyen que j'avais trouvé, voilà. Mais avec le recul, j'ai voulu gommer ma féminité, pour qu'on me foute la paix. Mais j'essaye de faire des liens, en fait, entre tous les symptômes du stress post-traumatique, toutes les choses qu'on peut mettre en place, et puis tout ce dont on parle maintenant dans les personnes qui d'un seul coup veulent devenir transgenres, mais qui, en réalité, est-ce qu'ils fuient pas leur sexe? Et est-ce qu'ils fuient leur sexe? Est-ce que c'est pas pour une raison particulière? Il y a des questions à se poser. En fait, je lance des pistes. Je lance des pistes pour que ça résonne chez certains d'entre vous. En tout cas, là, notre rôle maintenant, c'est que la peur, elle doit changer de camp. C'est arrêter de dire « tout le monde savait », arrêter de dire « c'était d'une autre époque », ce n'est pas d'une autre époque. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, il y a YouPorn, ce qui fait que s'il y a des gens pour regarder eh ben, c'est que ça veut dire qu'il y a un business. Il paraît que c'est le 2e plus gros business derrière la drogue. C'est le film The Sound of Freedom qui le dit. Donc, ça veut dire que des parents actuellement qui n'ont pas d'argent vont se filmer en train de leur enfant et mettre ça sur les réseaux. Donc, on se retrouve encore avec 3 personnes par classe. Et puis là, pourquoi on a un rôle? Parce que c'est à nous de voir les choses en face. C'est à nous d'arrêter de dire tout le monde savait. C'est à nous de dire tais-toi, au nom de l'harmonie de la famille, c'était d'un autre temps. Non, on doit aider ces personnes, on doit les soutenir, parce que c'est pas les politiques qui vont le faire, c'est pas la police qui va le faire. On l'a vu avec le juge Durand, ils ont mis en place la Civise 1, tout ça c'est dans les vidéos que je vais vous mettre. Et ce monsieur, on pensait qu'il allait faire traîner les choses et que machin. Il se trouve qu'il a fait bouger les choses. Résultat, il s'est fait virer. Et donc, pourquoi est-ce que ça bougera pas chez les politiques? Pourquoi est-ce que ça bougera pas dans la police, dans le domaine de la justice? Parce que, quand bien même on met quelqu'un qui bouge et qui met les choses en place, au bout d'un moment, elle va s'arrêter parce qu'elle va s'opposer à des gens qui vont lui dire « Écoute, soit tu vas être muté ailleurs, soit calme-toi. » Et soit eux-mêmes, ils vont découvrir que leur N+1, N+2, grand supérieur hiérarchique, d'un seul coup leur dit de... Parce que certains trempent dans ces affaires. Donc, ils arrêtent pour pas être virés, dans le meilleur des cas, pour pas être butés dans le pire des cas. Et donc,
finalement, et pourquoi, alors pourquoi les grands de ce monde, j'en reviens à PPDA, Pauvre d'Arvor, Gérard Depardieu, tout ça, et les grands patrons, pourquoi les grands de ce monde se trempent dans ces trucs-là? Eh ben parce que quels sont les mots que je vais pouvoir dire pour pas me faire striker et pour pas choquer? Parce que il faut qu'ils se tiennent par la barbichette. Donc, on va faire des soirées parties fines. Ah, c'est un beau mot. C'est tellement cool. On va faire des soirées entre nous, où il y a des enfants qui tournent, et donc je te vois faire, tu me vois faire, je sais que tu sais que je sais que tu sais, donc on se tient la barbichette. C'est les réseaux. C'est fonctionner en réseau. Ce qui fait que quand moi j'ai besoin de toi pour des chantiers, ben tu vas me prendre. Quand toi tu as besoin de moi pour un coup de pouce juridique ou un coup de pouce, je sais pas quoi, de sortir d'une mauvaise passe, eh ben tu vas m'utiliser. Enfin, voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Donc pour terminer, oui, là, c'est le sujet numéro 1. Et ça ne changera que parce que nous, on changera. Alors ceux qui ont vécu ces choses, je vous invite à témoigner. Vous n'êtes pas seuls. Je pense que c'est en train de bouger, mais ça ne bougera pas par le sommet, ça bougera parce que nous, le château de cartes, en bas, là, tout en bas de la pyramide, on est en train de faire ébranler les choses et on voit les victimes et on les aide. Et on est en train de se soutenir les uns les autres. Voilà, donc vous avez toute ma compassion. Il y a des outils. On vous croit parler. Et quand bien même dans des hautes sphères, on finit par vous dire parle, mais après on dit finalement c'est ta parole contre l'autre. Il y a des réseaux mis en place notamment par Carl Zero, mais plein d'autres. Innocence sans danger. Il y a des réseaux qui bougent vraiment. Et je vous invite d'ailleurs à mettre des liens de quels sont ces beaux réseaux qui aident les personnes, mettre vos commentaires sur ce qui vous est arrivé. Je vous avais dit que je donnerais des anecdotes. Alors, en ce moment... dans les stages où je travaille, là, le chemin de vie, j'ai beaucoup la famille. Père, oncle, cousin, frère. Mais pas que. Je vais vous raconter 3 anecdotes du voisin. Alors, juste pour dire, hein, toutes les personnes que j'ai vues jusqu'à maintenant, aucun abuseur n'a été inquiété. Aucun. Il y a le voisin qui avait été voir la maman d'une des personnes qui me consultait en disant « Oh, vous avez 2 filles, une de 7 et une de 12. Ben moi, je vous propose une chose, je vais à la piscine tous les mercredis. Votre fille de 12 ans, ben, je vais la prendre puis je vais l'amener à la piscine. Comme ça vous fera moins de travail. » Il faisait sa petite affaire dans la voiture avec cette fille. Il l'amenait à la piscine juste pour qu'elle se mouille les cheveux et la ramener à sa mère. Ça a duré des années. Autre exemple, une femme de 70 ans qui était en dépression depuis toujours, qui était en vrac. Quand on a fait le chemin de vie, c'était la première fois qu'elle en parlait. Elle m'en parlait. Elle parlait de ce sujet-là depuis la première fois de sa vie. C'était un voisin qui lui avait dit « J'ai un nouveau vélo, viens voir, je vais te le faire tester et tout », qui a fermé la grille du garage, qui a fait son affaire. Et dernière histoire... pareil, c'était une personne, c'était la première fois qu'elle en parlait de sa vie, elle était en vrac, elle avait une vie horrible, mais horrible, suite à ce qui lui était arrivé. C'était chose qu'on connaît tous d'ailleurs et qu'on fait tous en tant que parents. À l'époque, on donnait 2-3 francs à nos enfants, maintenant on fait pareil en euros. Et on dit à notre enfant, challenge l'indépendance, tu vas aller chez le boulanger du coin, tu vas aller chez l'épicier du coin, chercher une baguette, voilà. Et c'était une petite fille de 8 ans. C'était pas plus loin qu'à 100 mètres. Voilà.
chez l'épicier arabe du coin. Elle est rentrée pour demander sa baguette. Il a fermé les rideaux. Il a fait son affaire et la vie a été fracassée jusqu'à maintenant. Voilà. Vous avez tout mon soutien. Vous n'êtes pas seul. Je vous invite vraiment à mettre des commentaires et je sais pas où est-ce que ça va mener, mais en tout cas, je sais que Flavie Flament a fait un énorme travail là-dessus. Elle a même fait une loi grâce à elle. La prescription est passée de 20 ans à 30 ans. Judith Godrèche est en train de faire un gros travail. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon amour. Je vous aime. Bye.